Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite interview de Thomas Andrieux. Donc, on va commencer dans quelques secondes. Juste par souci de transparence, cette interview n'est pas une vidéo en live. Elle a été préenregistrée en amont. Elle a été enregistrée d'un seul tenant. Il n'y a pas de montage ni de coupure. Et les questions qui ont été préparées aussi en amont ont été soumises à Thomas il y a quelques heures pour lui laisser le temps de se préparer. Bonjour Thomas. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors merci d'avoir accepté cette interview pour ma chaîne YouTube. Merci à toi d'abord. Je t'en prie brièvement, donc tu es assez jeune, tu as seulement 17 ans et tu as Oui. déjà écrit plusieurs livres. Tu es aussi rédacteur pour des sites financiers, Boursicoteur et les pros de l'économie. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour nos auditeurs? Alors pour faire déjà un petit topo où c'est que j'en suis aujourd'hui, je suis auteur, co-auteur, auteur-contributeur dans près de 6 livres d'ici la fin d'année. J'ai écrit à peu près 70 articles sur plusieurs sites économiques et financiers, oui effectivement. À savoir que je suis passionné d'économie et de finance depuis maintenant 5-6 ans à peu près. Il y a eu D'accord. différents éléments déclencheurs qui ont fait que voilà, je me suis engagé dans l'écriture, à savoir qu'en janvier 2020 par exemple, j'étais encore un inconnu du grand public et c'est vrai qu'en 7 mois, je me rends compte que j'ai fait énormément de chemin et ça a mis un engrenage finalement entre la rédaction sur des sites, entre plusieurs livres. Il y a eu une véritable demande qui s'est instaurée et ainsi de suite. Donc voilà pour faire rapidement un petit topo sur mon parcours. Super, bah félicitations déjà, parce que c'est vrai qu'en aussi peu de temps et en étant aussi jeune, c'est une carrière, en tout cas, je sais pas si c'est une carrière, on y reviendra après, mais en tout cas, tu commences sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à écrire, que ce soit des articles ou même après des livres? D'ailleurs, dans quel sens ça s'est fait? T'as commencé par des articles puis des livres, ou d'abord des livres puis des articles? Alors j'ai d'abord commencé par des livres. En fait, un élément déclencheur, je pense, ça a été surtout en 2018. Ça fait maintenant presque 2 ans. Je suis tombé sur les travaux de Martin Armstrong. Donc à la base, je lis beaucoup de travaux économiques et financiers. Et je suis tombé sur les travaux de Martin Armstrong, qui est un spécialiste de l'étude des cycles économiques et financiers, en fait. Et quand j'ai découvert ces travaux, j'ai de suite adhéré à sa vision des choses et j'ai voulu comprendre plus loin sa réflexion. Et depuis, c'est vrai que je me suis passionné dans cette étude cyclique, on y reviendra peut-être. Et D'accord. ça a fait que voilà, je me suis décidé à écrire un livre parce que je voulais apporter, même si j'avais pas fait d'études, même si j'étais connu de personne, je me suis dit, il faut quand même que je fasse partager une réflexion, même sur le fond, même si elle n'est pas très théorique. Je pense que c'est important de faire partager une réflexion différente sur les choses et le monde, en fait. D'accord. C'est ce qui Donc m'a en poussé à fait, écrire et après, progressivement, je suis allé sur des articles et ainsi de suite. super, donc ouais, ta motivation, ça Mm. vient de la lecture d'un livre, tu as adhéré à la philosophie de Voilà, l'auteur et tu t'es dit, voilà, il faut que moi aussi je fasse passer le message, en gros. complètement. Ok, alors dans un de tes livres, tu parles d'effondrement de l'économie. C'est un petit peu ce que prêche aussi Olivier de Lamarche depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu connais Olivier de Lamarche déjà et est-ce que tu partages son point de vue? Est-ce que ce que tu prêches, ça se rapproche de ce qu'il dit ou est-ce que c'est un point de vue un petit peu différent qu'est le tien? Alors oui, Olivier Delamarche, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà même écouté quelques-uns de ses travaux, enfin, et lu quelques-uns de ses travaux. Honnêtement, je défends pas un effondrement de l'économie mondiale, moi je défends, ni de l'économie de tout court d'ailleurs, je défends un effondrement du modèle économique, il y a une nuance, mais c'est quand même une différence. Un effondrement du modèle économique, peut-être qu'en quelques phrases, je vais essayer de simplifier. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, les dépenses publiques, par exemple, de la France, au PIB, c'est 60%. C'est 6 fois plus qu'il y a un siècle à peu près. Donc, on est dans une situation économique aujourd'hui où, si on ajoute à ça la situation de long terme entre la démographie, la croissance potentielle, les taux et la croissance et ainsi de suite, si on ajoute toute cette prospective, on se rend compte que finalement ce modèle économique ne va pas tenir et qu'il y aura systématiquement un changement. On le voit déjà avec des troubles politiques et sociaux un peu partout. Donc ce que je défends, encore une fois, c'est un changement de modèle économique et il y a plus de chances que ce modèle soit moins démocratique et moins capitaliste et qu'on ait du coup plus de chances de quitter un système qui est aujourd'hui plutôt capitaliste et plutôt démocratique.
Donc voilà ce que je défends essentiellement. Et c'est une perte finalement de repères idéologiques au niveau social, si on devait faire une analyse. Donc voilà. Après, à court terme, sur 1-2 ans, je défends le fait qu'il y a un risque économique très fort jusqu'en 2022, risque qu'on peut assimiler à celui de 2010 et ainsi de suite. Je renverrai à mes différents travaux. Mais voilà, il y a un risque de contre-coup économique jusqu'en 2022, un risque assez fort sur le crédit, les dettes, et je pense qu'il y a des pays qui resteront probablement sur le carreau. Ça m'étonnerait que tous les pays se relèvent. D'accord, intéressant. Bah écoutez, effectivement, oui, voilà, les auditeurs, si vous voulez après en savoir plus, l'idée de cette interview, c'est pas de dévoiler tout le contenu de ton livre, juste de donner un aperçu, et après, effectivement, ceux qui le veulent pourront acheter le livre et mieux comprendre ton raisonnement. Alors, si on lit ta bio, hein, parce que j'ai lu ta biographie qui est notamment disponible sur Amazon, Oui, bien sûr. tu as un profil Amazon, donc on voit que tu es un défenseur des crypto-monnaies. Donc, est-ce que la question qu'on peut se poser, parce que les crypto-monnaies, ça a un côté un petit peu révolutionnaire, changement, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, est-ce que tu es un défenseur des cryptos car tu penses que l'économie va s'effondrer, ou est-ce que tu penses que l'économie va s'effondrer parce que tu es un défenseur des cryptos? Enfin, pour reformuler ma question correctement, as-tu commencé à acheter des cryptos si tu en as acheté, puis t'intéresser aux problèmes économiques, ou est-ce que tu as acheté des cryptos car tu penses qu'il y a un problème dans l'économie? Si tu en as acheté, bien sûr. Alors, je m'intéresse à la base aux crypto-monnaies parce que je pense, oui, qu'il y a un problème économique et plus précisément des problématiques économiques. Et ça se met en lien tout simplement avec ce qu'on peut constater au niveau économique aujourd'hui, c'est-à-dire une centralisation des pouvoirs, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau central. On l'a vu avec les banques centrales au niveau des marchés financiers. Une étude de la Bank of America, par exemple, montre que 90% du rebond a été alimenté par les banques centrales. C'est colossal. C'est-à-dire que dès qu'elles ont stoppé les rachats, le rebond s'est arrêté, et ainsi de suite. Donc ça pose des véritables problématiques de centralisation du pouvoir. Et les crypto-monnaies, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, sont une véritable alternative, avec la blockchain et toute la technologie qui va avec, une véritable alternative de décentralisation et finalement aussi de capacité de répondre à un besoin de liberté des agents. Parce qu'à la base, les crypto-monnaies ont été créées pour, d'une certaine manière, s'affranchir de systèmes centraux. Donc, il y a un côté, avec exagération, anarchique dans les crypto-monnaies qui répond à certaines problématiques économiques qui sont caractéristiques de nos économies providentielles, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, je me suis intéressé aux crypto-monnaies parce qu'elles répondaient à des problématiques actuelles. Voilà. Ok. Alors moi, effectivement, donc c'est un point de vue que je partage en fait, parce que juste pour moi t'expliquer un petit peu, et après on passera à la question suivante. Depuis fin 2016 à mi-2018, jusqu'à juin 2018, j'ai travaillé dans des projets crypto, donc 2 projets principalement, et j'étais très engagé aussi dans le monde de la crypto. J'aimais beaucoup, d'une part, l'innovation technologique qui permettait de démocratiser, de faciliter, de fluidifier les transactions, et de l'autre côté, effectivement, le retour, on va dire, du pouvoir de l'argent au peuple, si on peut résumer ainsi. Le truc, c'est vrai que moi j'étais un peu déçu, ça c'est mon point de vue perso, parce que j'ai constaté qu'en fait, finalement, quand on rend le pouvoir aux gens, et ben, en fait, ils vont pas forcément mieux que les banques et les gouvernements, c'est-à-dire que ils vont spéculer. C'est-à-dire que paradoxalement, le Bitcoin était un outil pour rendre le pouvoir aux gens, et tout ce que les gens ont fait, en tout cas jusqu'à présent, c'est beaucoup de spéculation. Et sur les autres crypto-monnaies, c'est même encore plus exagéré au niveau de la spéculation. Et aujourd'hui, on parle du Bitcoin que pour gagner de l'argent et pas pour s'affranchir des gouvernements. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, pour revenir aux questions, donc les cryptos aujourd'hui ne sont pas régulés. Bien que certains produits financiers existent, comme les ETP qui sont listés en bourse, et les contrats futurs sur Bitcoin, etc. Donc il y a un côté quand même qui est régulé, mais généralement parlant, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de loi qui encadre, en tout cas pour l'instant, les crypto-monnaies. Et malheureusement, cette technologie qui facilite les transactions est aussi très utilisée par les escrocs, parce que ça facilite la collecte de fonds. Pour, encore une fois, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu
je sais plus comment, je perds mes mots. Enfin bon, ça facilite les transactions, donc ça facilite aussi la collecte de fonds. Concrètement, il y a plein de Ponzi et d'arnaques qui n'ont pas besoin d'ouvrir un compte en banque et de mettre une structure en place pour pouvoir démarrer. Ils peuvent le faire beaucoup plus facilement. On l'a vu aussi, il y a ça facilite aussi les collectes de fonds pour des activités illicites. Je pense notamment au terrorisme. Donc pour le moment, c'est pas encore régulé. Je dis pas encore. On va voir avec les questions suivantes, mais en tout cas, c'est pas encore régulé pour le moment. Et dans beaucoup de cas, c'est mal utilisé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus et qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? La régulation, je pense qu'il le faut à un niveau minimum, c'est-à-dire que ça peut être un frein pour beaucoup d'investisseurs, justement, à investir dans des crypto-monnaies, puisque entre les arnaques, il y en a beaucoup, hein, il y a des centaines de crypto-monnaies, j'ai plus le chiffre exact d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies et il y a beaucoup aussi d'activités finalement illicites d'un certain point de vue. Donc réguler, je pense que ça serait vraiment bien pour démocratiser, pour aider à démocratiser les crypto-monnaies, mais je pense qu'il ne faut pas non plus réguler peut-être à outrance, parce que ça aurait peut-être un contre-effet sur ce pourquoi finalement les crypto-monnaies existent. Donc voilà, je pense que la régulation, oui, c'est vrai que c'est important, surtout aujourd'hui sur les réseaux, il y a énormément de personnes qui cherchent à passer via les crypto-monnaies pour faire divers plans ou schémas d'investissement qui sont plus ou moins frauduleux, oui. Donc c'est vrai que réguler permettrait d'une certaine manière de démocratiser, d'aider à démocratiser, à établir une confiance. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la régulation à outrance. Voilà. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, alors il y en a qui vont dire aussi, enfin ça c'est souvent les contre-arguments qu'on peut lire sur les forums ou dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi des arnaques avec les banques traditionnelles et avec les euros et les dollars. Il y a aussi du blanchiment d'argent, il y a aussi du financement de terrorisme. Mais bon, il faut bien reconnaître que les cryptos, elles facilitent quand même beaucoup les choses pour tous ces gens-là. Après, moi, mon point de vue, pour revenir là-dessus, sur la régulation, c'est qu'il faut quand même quelque part à un moment donné un gendarme. Si on met pas. Alors moi, j'ai été gendarme, je sais pas si tu le sais, mais j'ai été gendarme quand j'étais plus jeune. À un moment donné, et puis on le sait, s'il n'y a pas un gendarme tous les 100 km, les gens ils feraient n'importe quoi. C'est un peu pareil sur les cryptos. Je pense pas qu'il faut une régulation à outrance, il faut pas fermer les choses, mais il faut quand même avoir un cadre, des règles et au moins un régulateur, donc un policier financier qui serait là pour taper quand il y a des abus. Et de toute façon, moi, faut bien comprendre aussi que les gens, des fois, ils voient la régulation comme étant quelque chose de, voilà, oh là là, il y a l'œil de Moscou qui va venir et puis on pourra plus rien faire. Moi, je travaille pour un émetteur de produits financiers, donc on émet des ETP, des ETF. On a une liberté énorme à partir du moment où on soumet, donc on rédige un prospectus. Donc le prospectus, en fait, c'est un peu comme un white paper, si on veut, sauf qu'on doit le soumettre à un régulateur qui va vérifier que c'est pas une escroquerie, que ce qui est décrit est légal. Et après, le régulateur, une fois qu'il l'approuve, on peut créer le produit. Et le régulateur, lui, régulièrement, il va vérifier que ce qui se passe dans la réalité, c'est conforme au prospectus. Donc, en fait, c'est vrai que ce serait pas mal qu'on puisse avoir ça aussi dans les crypto-monnaies, que les porteurs de projets de crypto-monnaies soient un petit peu contrôlés et soit dans l'obligation de revenir un petit peu à ce qui est marqué dans le white paper, parce qu'on l'a vu des fois, on part sur des super idées sur le white paper. Je pense notamment à LA Token qui avait une petite coupure, désolé pour la coupure, je vérifie que ça marche, c'est bon. Ok, normalement on est bon, désolé pour la petite coupure. Donc je disais que il y a des excellents projets comme LA Token, qui avait à la base un projet de tokenisation de l'immobilier, de différents actifs, et finalement ils ne se sont pas du tout tenus à leur projet initial. Aujourd'hui, je crois que c'est juste un exchange de crypto. Bon, c'est vrai que s'il y avait un régulateur pour dire attendez, vous, ce que vous avez vendu à la base pendant votre levée de fonds, c'était tel projet, il faut s'y tenir, ça serait pas mal. Pour continuer dans les régulateurs, donc les régulateurs européens sont actuellement en train de mettre en place une réglementation pour les cryptos, justement, qui devrait normalement débarquer au mois de novembre de cette année, de 2020 donc, afin que toutes les crypto-monnaies soient considérées et régulées comme des instruments financiers, donc très probablement avec l'obligation d'émettre un prospectus, donc ce que j'étais en train d'expliquer. Toi, est-ce que tu penses que ça va tuer les cryptos ou au contraire, est-ce que ça va peut-être donner
ce que le monde de la crypto attend depuis longtemps, c'est-à-dire un cadre légal pour leurs activités. Ben, dans l'immédiat, je pense que ça sera peut-être un outil pour aider à la démocratisation et ainsi de suite. Après, je ne connais pas l'ampleur de la régulation qui est visée, mais c'est vrai que s'il y a peut-être trop de régulation, d'une certaine manière, on peut arriver dans quelque chose de plus hasardeux, dans le sens où ça peut remettre en cause l'essence même des crypto-monnaies, peut-être. Donc, la régulation, oui, bien sûr, je pense qu'il en faut une, mais si c'est pour, de notre côté, centraliser une autorité à un pouvoir spécifique, comme un État ou une union politique, voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça ne remet pas finalement en question les crypto-monnaies? Mais c'est sûr que si ça aide à démocratiser, il y aura plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Donc, encore une fois, je pense que c'est un peu la même réponse que la dernière fois. Hein, mais... Ouais, bah écoute, en fait, moi je pense pas qu'il y aurait une centralisation. C'est comme si je reprends l'exemple que je donnais, moi je travaille pour un émetteur d'ETF, on n'est pas centralisé ni quoi que ce soit. On est régulé, on est contrôlé, mais on a la liberté de faire ce qu'on veut. C'est pas voilà, on travaille pas pour la banque centrale, on travaille pas on n'est pas au service de la banque centrale, on est juste soumis à une réglementation, donc un code de la route si tu veux, qu'on doit respecter et voilà. Donc moi je pense que c'est voilà. Bon après c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais attention bon c'est parce que beaucoup de gens qui sont issus aussi du monde des crypto-monnaies ne sont pas forcément issus du monde de la finance ou de la finance de marché, connaissent pas, donc ça fait peur aussi de dire ah, je vais devoir éditer un prospectus, c'est des documents juridiques, je dois faire ci, je dois faire ça, donc ça fait peur, mais moi je pense que ce sera bénéfique et j'attends avec impatience d'en savoir plus sur ce cadre légal qui va arriver à la fin de l'année. Alors, pour revenir sur, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de la régulation, donc pour revenir en fait sur les cryptos et on va dire la mère de toutes les cryptos, le Bitcoin. Donc, beaucoup estiment que l'intérêt du Bitcoin, mais tu as déjà partiellement répondu à cette question, beaucoup estiment que la valeur du Bitcoin, l'intérêt du Bitcoin repose sur le fait qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin. Donc, quel est ton point de vue sur le sujet ? Je pense avoir compris que toi, ce qui t'intéresse le plus, c'est pas forcément qu'il y ait une quantité limitée ou pas, c'est plus la décentralisation et le retour, voilà, le retour du pouvoir de l'argent. Oui, bien sûr. Le caractère d'actif libre, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'or, entre l'or et le Bitcoin. L'or a une quantité aussi limitée, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'une grande partie quand même de l'offre de l'or, je fais le parallèle, hein, est alimenté par des industries minières. C'est un peu la même chose sur le Bitcoin. Donc, à long terme, est-ce que la valeur du Bitcoin dépend du fait que c'est limité? Oui, mais je ne pense pas que ça soit le cas à moyen et court terme. C'est-à-dire que je pense qu'on a des facteurs macroéconomiques qui font que, comme sur l'or, je pense que ça sera quelque chose d'intéressant à étudier pour moi dans les prochaines années. C'est quels sont les facteurs macroéconomiques d'évolution sur le Bitcoin. Je l'ai fait sur l'or. Et j'invite peut-être nos auditeurs à découvrir mon livre sur l'or et l'argent qui sortira dans quelques mois. Et donc je pense que sur le Bitcoin, on est à peu près sur la même chose, hein, c'est-à-dire qu'à long terme, bien sûr, sa valeur dépendra du fait que c'est limité. Et en cela d'ailleurs que c'est un actif libre, justement, du fait qu'il est limité. Mais de notre côté, à court terme, il y a peut-être des facteurs géopolitiques, des facteurs plus économiques, hein, autour des liquidités disponibles, du risque, etc., qui font que le prix évolue à la hausse ou à la baisse. Je pense aussi que peut-être la valeur du Bitcoin, un de ses désavantages, de ses gros désavantages peut-être, c'est la spéculation dessus. C'est-à-dire qu'on a encore, au sein d'un système décentralisé, une centralisation. Peut-être que les agents encore, ça manque d'atomicité finalement, pour parler en termes économiques, ça manque d'un grand nombre d'agents en fait, qui permettrait de faire qu'on aurait des prix plus stables et moins volatiles. Donc c'est important encore une fois peut-être de démocratiser le Bitcoin pour qu'il soit moins volatile et pour que ça se rapproche à long terme de sa valeur du fait qu'il soit limité. Donc voilà, je pense que ça dépend de plusieurs paramètres, oui. Non, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que la volatilité, elle a quand même bien réduit depuis quelques temps, parce que moi, quand je m'y intéressais, c'était des journées, c'était pas rare qu'on fasse 10-15% de volatilité dans la journée. Aujourd'hui, c'est quand même plus autour de 1-2%, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. On se rapproche aujourd'hui beaucoup plus de la volatilité qu'il y a sur les indices ou sur les marchés traditionnels. D'ailleurs, alors, tu comparais avec l'or. Moi, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de corrélations entre les mouvements. Alors peut-être
du fait que ce soit listé en bourse, mais quand le S&P 500 baisse, le Bitcoin baisse aussi. Donc ça, il y avait des corrélations, peut-être parce que des asset managers l'ont en portefeuille, je ne sais pas, mais il y a aussi parfois des corrélations avec l'or, mais beaucoup de corrélations avec les marchés actions. Pour le dollar US, donc on parlait d'or, on parlait de Bitcoin, le dollar US lui aussi est souvent considéré comme une valeur refuge, notamment à travers le dollar US, les bons du trésor américain, mais on va dire le dollar US en règle générale. Pourquoi on considère que c'est une valeur refuge et qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue à ce sujet? Alors, je pense qu'on peut refaire une petite histoire très rapide du dollar. Le dollar, à la base, c'est une monnaie qui servait presque de placement, finalement, refuge d'un terme fiscal. C'est-à-dire qu'il y a 2 siècles, c'était le paradis fiscal, presque les États-Unis du monde, pour exagérer un peu. Et après, quand on a eu une dynamique économique interne aux États-Unis, le dollar a pris de l'ampleur et ainsi de suite. Là où le dollar a commencé à s'imposer, c'est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, à équivalent avec le pound. Donc le pound a décliné à partir de là. La livre sterling est devenue beaucoup moins forte que le dollar. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec Bretton Woods, le dollar s'est imposé et ainsi de suite. Et étonnamment, en 71, le dollar ne s'est pas effondré. On a eu un phénomène assez intéressant. Comme les États-Unis étaient toujours dominants, le dollar est resté dominant. Maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'à long terme, le dollar est menacé, et on l'a vu avec la baisse du dollar ces dernières semaines. Ça menace de près l'hégémonie du dollar à long terme, et je reviens d'ailleurs encore une fois dans mon livre sur l'or et l'argent de cette menace sur l'hégémonie du dollar, c'est-à-dire qu'on a aux États-Unis des risques politiques qui devraient se multiplier, des risques économiques internes qui devraient se multiplier, et puis encore une fois, si le dollar baisse, ça provoque des tensions économiques. Ça provoque une hausse des taux tout simplement du fait des positions extérieures, ainsi de suite. Je passe tout le raisonnement économique. Mais le dollar, s'il baisse, provoque généralement des tensions géopolitiques qui font que ça aggrave la situation sur le dollar et ainsi de suite. Donc, aucune monnaie de réserve n'est éternelle. Le dollar arrive probablement à la fin de ce cycle-là. Moi, je défends le fait que sur les prochaines décennies, le caractère refuge du dollar est menacé. Et on peut s'attendre à ce. D'ailleurs, on en voit déjà un peu les traits aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est quelle va être la monnaie de réserve après le dollar? L'euro, ça m'étonnerait, du fait des performances économiques, le yen également. Le yuan devrait en profiter peut-être. Mais voilà, aujourd'hui, peut-être que le bitcoin et les crypto-monnaies seraient une alternative intéressante, et des banques centrales et des entreprises l'ont compris. Enfin, le bitcoin, les crypto-monnaies au sens large, pourraient être une alternative aux échanges internationaux, et aux réserves, voire de change, même si c'est beaucoup plus délicat à ce moment-là. Voilà, le dollar est vraiment menacé d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, et aussi d'un point de vue des flux de capitaux, c'est-à-dire qu'il y a certains travaux, Martin Armstrong, les miens également, que j'ai un peu approfondis, tendent à montrer que les flux de capitaux vont menacer l'hégémonie du dollar d'ici 10 à 20 ans, et déjà même aujourd'hui. Alors avec les élections américaines, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que le dollar est menacé, oui. Ok, bah effectivement, tu as souligné 2 points intéressants, parce que c'est vrai qu'on parlait de la valeur du Bitcoin qui est liée au fait que c'est une quantité limitée. On sait très bien, le dollar, il n'est pas en quantité limitée, bien au contraire, il est presque en quantité quasiment illimitée. Pourtant, sa valeur reste stable par rapport à la quantité qui est mise. Et effectivement, ce qui fait la valeur du dollar, c'est qu'elle est utilisée comme réserve par les banques centrales, et aussi utilisée dans tous les échanges internationaux. Tu vas n'importe où, dans n'importe quel pays, du dollar, on l'accepte. Et c'est ça qui fait sa valeur aujourd'hui. Maintenant, toi, tu penses que ça va changer. On verra. Ça, de toute façon, l'avenir nous le dira. Moi, j'ai un point de vue différent, mais ça, voilà. Après, est-ce que les banques centrales vont aller jusqu'à avoir dans leurs réserves de crypto? De l'or, oui, je veux bien. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, écoute, on verra. De toute façon, les élections, c'est bientôt. Donc ça, on aura le résultat bientôt. On verra. Ça va avoir un impact très rapide. Et après,
Et après, c'est plus à moyen terme, long terme qu'on va pouvoir suivre les choses. Alors, j'ai eu aussi sur ta biographie que tu es ambassadeur de Swissborg. Alors, moi, Oui, je connais bien bien sûr, Anthony chez Swissborg. D'ailleurs, je lui dis également. un petit coucou parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble chez JFD Broker. On a eu l'occasion aussi de travailler ensemble sur des projets crypto. Et puis, lui, après, il est parti cofonder Swissborg. Donc, toi, tu es plutôt un défenseur des cryptos, ça on l'a bien compris, mais est-ce que le fait d'être ambassadeur, donc déjà c'est quoi être ambassadeur et est-ce que ça biaise pas ton point de vue d'être ambassadeur d'un projet crypto? Mais d'abord, avant tout, qu'est-ce que c'est être ambassadeur de Swissborg? Eh ben, tout simplement, ambassadeur, je suis chargé de faire connaître la société, ses ambitions, ce qu'elle propose, ses produits, tout simplement, répondre à des questions s'il y en a, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant dans le sens où si j'adhère aux propos de Swissborg, ce qui est le cas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté le poste d'ambassadeur, je fais en sorte aussi d'étendre l'influence de la société. Et voilà, ça fait partie aussi d'une complémentarité avec mes articles, mes livres, et ainsi de suite. Mais je trouve ça vraiment intéressant, le poste d'ambassadeur. Ça fait vraiment un complément d'activité qui est toujours intéressant pour étendre ses relations et ainsi de suite. Donc voilà, pour résumer rapidement le poste d'ambassadeur. Après, est-ce que ça change ou pas ma vision des crypto-monnaies? Non, bien au contraire, je pense que ça la renforce. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, encore une fois, je défends le fait que c'est surtout à la base un outil de diversification euh, au même titre que peut l'avoir l'or ou des matières premières, encore une fois. Donc c'est avant tout un actif que j'appelle libre, hein, je regroupe dans beaucoup d'actifs. Et l'avantage des crypto-monnaies, encore une fois, c'est que dans la diversification d'un portefeuille, c'est très utile, hein. On peut dériver des crypto-monnaies en dollars, en e-gold aussi, comme c'est le cas sur la plateforme Swissborg. Donc, je pense que le propos que j'ai entre diversifier, c'est une dérive aussi des crypto-monnaies, et diversifier, c'est aussi le propos que tient Swissborg avec son application de wealth management. C'est-à-dire que sur la plateforme Swissborg, pour ceux qui veulent la télécharger, vous pourrez investir sur du dollar, sur du bitcoin, de l'Ethereum, de l'e-gold aussi, et ainsi de suite. Donc tout ça fait qu'il y a une stratégie de diversification sur les crypto-monnaies qui est vraiment pas mal. Et la création du compte est aussi facile, régulée aussi. Ça, c'est Ah, important, ça je c'est pense. intéressant, régulier, ouais. Ça je ne savais pas, mais c'est intéressant. Donc voilà, Swissborg a vraiment un écosystème qui est intéressant, ne serait-ce qu'aussi la structure de la société. J'invite peut-être les auditeurs à aller regarder Swissborg exactement qu'est-ce que c'est. Mais voilà, il y a une structure de société. Swissborg, c'est vraiment aussi super bien développé. Ça, je pense que c'est ce qui m'a poussé aussi à entrer. C'est-à-dire qu'en 2017, Anthony, justement, et Cyrus ont cofondé la société. Ils ont levé 50 millions de francs suisses de mémoire. Et aujourd'hui, il y a plus de 60 employés, je crois aussi, de mémoire. Donc voilà, la société s'est vraiment super bien développée. Je pense que c'est important à préciser. Donc il y a un succès vraiment pas mal. Effectivement, c'est une belle aventure qu'ils ont démarrée. C'est devenu une belle entreprise aujourd'hui. Et chose que je ne savais pas, ils sont régulés, ce qui est un gros plus aujourd'hui, en tout cas dans le monde des cryptos. Alors, on va revenir sur toi pour conclure cette interview. Alors, toi, j'imagine, tu es encore étudiant. Alors, la question, c'est dans quoi? Et bien que ce soit difficile aujourd'hui d'y répondre peut-être, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Et est-ce que tu vas utiliser en fait la notoriété que tu es en train d'acquérir en tant qu'auteur pour orienter ta carrière, peut-être comme journaliste ou influenceur, ou est-ce que pour le moment tu n'es pas encore à ce stade-là et tu verras bien plus tard? Ben, d'un point de vue purement scolaire, je pense plutôt me diriger vers des universités de préférence plutôt que des grandes écoles parce que je pense que le gros désavantage des grandes écoles, c'est qu'il faut avoir un emploi du temps quand même déjà assez libre, ce qui n'est pas mon cas et ce qui est de moins en moins mon cas. Donc je pense plutôt aller en université, surtout que je tiens quand même à une certaine indépendance intellectuelle. Donc je pense plutôt aller en université. En économie, pourquoi pas essayer de faire un doctorat si le temps me laisse, mais en économie, bien que à la base je voulais plutôt aller dans la finance. Après, Donc toi, ce que tu veux, c'est quand même voilà, t'orienter sur l'économie. Voilà, c'est quand même dans cette voie-là que tu inscris tes études. oui, oui, bien sûr. Après la finance, je
pense que ça va avec aussi, mais voilà, c'est pas tout à fait la même approche d'analyse. Après, est-ce que je compte utiliser la notoriété que j'ai, la petite notoriété que j'ai? C'est vrai que encore une fois, en 7 mois, j'ai fait énormément de parcours. J'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et de nouveaux lecteurs tous les jours, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Je sais pas honnêtement, parce que c'est vrai que je compte peut-être aussi créer, du moins essayer de développer quelque chose autour de la recherche dans l'étude cyclique des marchés. Dans les prochains mois, peut-être aussi, je serai chargé de diriger la rédaction du site Les Pros de l'Écho qu'on cherche à étendre. Super. Donc tout ça fait que j'aurai peut-être, oui, disons la notoriété d'un certain journaliste ou influenceur, dans le sens où je fais déjà beaucoup d'interviews écrites, ainsi de suite. Après, je compte pas non plus, ça m'attire pas énormément tout ce qui est journaliste, influenceur, donc je compte pas non plus exploiter cette notoriété, mais c'est vrai que c'est un écosystème qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a une demande aussi pour mes travaux, et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a un véritable lien entre l'audience et moi, une demande aussi d'avoir des travaux plus ou moins réguliers, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un plaisir d'entretenir tout ça, de développer tout ça, et je vois pas pourquoi je l'arrêterai du jour au lendemain, surtout à titre scolaire. Donc c'est pour ça que ça serait plutôt l'université si j'ai le temps de terminer les études. Super. On verra dans l'avenir. Super, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour ça et de pouvoir faire ce que tu souhaites. En tout cas, encore un grand merci pour cette interview. Également. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi-même, je pourrai y répondre. Thomas pourra peut-être y répondre aussi. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas et à partager aussi cette vidéo avec un maximum de gens. En tout cas, encore un grand merci Thomas. Et merci à toi. Très bientôt, peut-être sur Scout en Bourse. Je sais que tu es membre maintenant, donc on aura peut-être l'occasion de s'y retrouver. À très bientôt. Ciao, ciao. Oui, à bientôt. Merci.